FR3, Radio Alp. Patrimoine 80. Patrimoine 80, c'est une émission que vous propose FR3 Radio Alp avec une réalisation de Claude Mantoux, un reportage aujourd'hui de Bernard Grémonet. Nous allons donner quelques précisions dans quelques instants. Il y a également Michel Conil et Michel Guigues à la technique. C'est Gérard Couder qui vous présente tout cela. Bonjour tout le monde. Bonjour. La médecine populaire, la médecine traditionnelle, cela a fait l'objet avec Bernard Grémonet il y a déjà quelques semaines de deux émissions dont nous avions dit qu'elles devaient être un jour complétées par une troisième, laquelle serait difficile à décrire, laquelle serait une sorte de résumé et en même temps une sorte de pont jeté entre ce qui a été la tradition, ce qui reste la tradition encore aujourd'hui, et ce qui est en fait la médecine dite moderne. Alors, nous avons essayé d'établir des rapports entre la médecine que l'on pratiquait il y a déjà plusieurs décennies dans notre région et en France, et puis cette médecine d'aujourd'hui. Et pour éviter de faire bondir la faculté de médecine, et surtout pour avoir des renseignements précis sur la validité de certains de ces soins d'une certaine époque, nous avons demandé au professeur Carraz de venir nous prêter son concours professionnel et spécialisé ce matin. Je pense qu'il y a un certain nombre de médecins qui sont actuellement penchés sur une médecine qui se rapproche plus de la médecine naturelle. D'abord parce qu'ils se sont sentis portés vers cette demande, qui est en fait une demande du malade ou du patient. La tendance actuelle est qu'une majorité de patients repousse à ce qu'ils appellent la médecine moderne à certains niveaux. Le fait par exemple que quand ils voient un médecin pour un rhume de cerveau, on leur donne des antibiotiques, et que quand ils revoient un autre médecin pour un autre rhume de cerveau, le même médecin, on redonne des antibiotiques, et ils ont la notion que l'antibiothérapie elle-même est peut-être valable en elle-même, mais enfin que ça n'est pas la panacée, et qu'il y a certainement des moyens beaucoup moins traumatisants ou choquants pour l'organisme que ces systèmes-là. Qu'il s'agisse de la médecine classique, moderne, allopathique, qu'il s'agisse de la médecine homéopathique, qu'il s'agisse de la médecine de terrain par oligo-éléments, qu'il s'agisse de l'acupuncture, il est démontré actuellement que pour un individu déterminé, cet individu réagira à une forme de médecine déterminée, mais ne réagira pas à une autre. Vous voyez comme la radio est un instrument dangereux, Bernard Grémonet, une erreur de fabrication d'une phrase, la langue française un petit peu bousculée, et l'on croit que j'ai présenté à l'instant le professeur Carraz. En fait, la personne que l'on vient d'entendre n'est pas le professeur Carraz. Mais c'est quand même un médecin. Mais c'est quand même un médecin. Alors voilà. Peut-être une parenthèse tout de suite pour dire que toutes les personnes qui vont intervenir dans cette émission ne donnent pas leur nom. Et voilà, c'est ça. Pourquoi. Alors, on a parlé tout à l'heure, vous venez de parler, Gérard, d'un pont entre la médecine traditionnelle et la médecine actuelle. Et ce pont est encore fragile. Il a de nombreux coins d'ombre. Alors, c'est pour ça que toutes les personnes que j'ai rencontrées tiennent à garder l'anonymat. Alors, on va respecter leurs souhaits, parce qu'elles ont pu me dire des choses qui vont peut-être paraître choquantes pour certains, en tout cas surprenantes pour beaucoup. Et ces gens veulent rester anonymes, alors on va en faire avec. Alors, j'ai rencontré deux médecins. Il y a donc le médecin qu'on va appeler le docteur Paul, et après on entendra un deuxième médecin qui s'appelle le docteur Pierre. Voilà, et puis comme il y a beaucoup de médecins, on a essayé de trouver un malade, et nous l'avons trouvé dans la littérature. 3 et 2 font 5, et 5 font 10, et 10 font 20. 3 et 2 font 5, plus du 24e
un petit clistère insinuatif, préparatif et rémolliant pour amollir, humecter et rafraîchir les entrailles de monsieur. Ce qui me plaît de monsieur Florent, mon apothicaire, c'est que ses parties sont toujours fort civiles. Les entrailles de monsieur. 30 sols. Oui, mais monsieur Florent, ce n'est pas tout que d'être civil, il faut être aussi raisonnable et ne pas écorcher les malades. 30 sols, un lavement, je suis votre serviteur. Je vous l'ai déjà dit, vous ne me les avez mis dans les autres parties qu'à 20 sols. Et 20 sols en langage d'apothicaire, c'est-à-dire 10 sols, les voilà. 10 sols. Plus du 10 jours, un bon clistère d'étersif composé avec catholicon, double, rhubarbe, miel, rosa et autres, suivant l'ordonnance pour balayer, laver et nettoyer le bas-ventre de monsieur. 30 sols, avec votre permission, 10 sols. Plus du 10 jours, le soir, un julep hépatique, sophoratif et somnifère, composé pour faire dormir monsieur. 35 sols. Je ne me plains pas de celui-là, car il me fit bien dormir. Oui, des noms de produits, de remèdes plus ou moins imaginaires, et puis aussi le bruit de ces écus sonnants et trébuchants. Évidemment, parce que peut-être que l'aspect financier n'est pas à négliger dans l'émission que nous allons proposer à l'instant. Oui, on aura l'occasion d'entendre deux ou trois fois, je pense, des bruits de sous. Oui. Alors, des noms de remèdes ou de thérapeutiques, je crois que si l'on en cherche des très curieux, nous allons être servis et gâtés, parce que là, je crois qu'il va s'agir d'ondes guérisseuses, de pigeons émetteurs et de tas de choses comme cela. En fait, c'est toute une philosophie de la médecine qui va être exposée ici par le professeur Paul. La difficulté consiste à trouver pour chaque individu la fréquence qui lui convient. C'est, si vous voulez, sur le plan du guérisseur, ce qu'on appelle l'onde guérisseuse. L'onde guérisseuse n'est autre qu'une fréquence complémentaire qui rectifie la fréquence perturbée du malade, de l'émetteur, pour ramener l'harmonie primordiale. Mais là où commence la difficulté, c'est que on ne peut pas dire que telle maladie correspond à telle fréquence, perturbation de telle fréquence. La même maladie chez deux individus ne sont pas guéris forcément par la même fréquence. Donc ne sont pas forcément guéris par le même médicament. Les guérisseurs émettent des vibrations, et ces vibrations sont sur certaines fréquences. Chaque maladie a une fréquence correspondante. Une maladie est dans une zone de fréquence déterminée. Et un guérisseur a des possibilités de guérison dans une certaine zone de fréquence. C'est-à-dire qu'il est possible qu'il guérisse telle maladie. Il peut avoir une action sur certaines maladies, mais les maladies qui sont en dehors de son fréquence émettrice, il ne peut pas. Nos auditeurs avaient entendu il y a quelques semaines le témoignage de M. Vera qui nous rapportait une pratique qui paraissait assez barbare, à savoir l'utilisation d'un pigeon vivant qu'on égorgeait sur la poitrine d'un malade. Je ne pense pas que ce soit uniquement le processus vibratoire qui émane du pigeon. Ce qui est certain, c'est que l'acte lui-même est porteur, si vous voulez, d'un message. On dit toujours que quand on donne un médicament, le médicament est porteur d'une fréquence, mais il y a la façon de porter, de donner le médicament. C'est-à-dire que cette fréquence est certainement valorisée dans la mesure où le médicament est donné, je dirais presque avec amour. Et il agira d'autant mieux qu'il sera également au niveau du récepteur, c'est-à-dire du malade, reçu également dans cet ordre d'idées. C'est-à-dire avec foi. Si vous avez le refus du récepteur, parce qu'on voit l'émetteur, sous quelque forme que ce soit, vous n'arrivez à rien. Vous tombez sur une barrière. Et ceci est valable sur tous les plans de la médecine. Quand un malade se présente chez vous, comment vous le recevez? On l'écoute d'abord. Il faut toujours écouter, il faut du temps. Et il faut laisser le malade s'exprimer, et il faut laisser le malade raconter son histoire, et la façon dont il conçoit son histoire et dont il la sent.
Et puis surtout, il faut expliquer au malade que c'est à lui de se prendre en charge. Et que ce n'est pas au médecin de prendre en charge sa maladie. Le système de dire je vais voir un médecin, il va me guérir, il me prendra entièrement en charge, c'est un faux système. C'est une fuite devant les responsabilités qu'on a. Le médecin est là pour vous aider. Et il n'est pas là pour se substituer à vous et prendre en charge votre maladie. Il doit vous expliquer comment assumer votre vie ou votre façon de vivre devant la maladie que vous avez et vous aider éventuellement par certains traitements. Il y a deux sortes de médecine. Il y a la médecine rationaliste qui consiste à écouter les doléances du malade, ensuite éventuellement à faire tout un interrogatoire classique pour savoir ses antécédents personnels, collatéraux, héréditaires, et qui sont nécessaires dans une forme de médecine parce que ça permet de connaître déjà, d'avoir une idée justement du terrain du sujet. Et puis ensuite on en arrive aux symptômes de la maladie. Alors, la médecine rationaliste, elle consiste à faire quoi? Elle consiste à dire, compte tenu des troubles que présente le malade, compte tenu de la confirmation de ces troubles par l'examen clinique que l'on effectue ensuite, on étiquette la maladie. Ce malade présente telle maladie ou présente tel trouble, et tel trouble ou telle maladie, classiquement, se soigne par tel et tel médicament. Alors on donne le médicament en question, qui correspond systématiquement à la maladie. Et c'est une tendance actuelle de mettre en informatique une partie de cette médecine. Je veux de l'amour, ah, je veux de l'amour. Au moment que je le dis, à la place que je suis, je veux de l'amour. J'ai un syndicat, j'ai un agent. L'un marche au tarif, l'autre au pourcent. Les rares comme moi qui marchent au sentiment ne tiennent pas longtemps le coup. Ils viennent fous. Je veux de l'amour au compte-gouttes, à l'appel, à Beyrouth, au bordel, au secours. Je parle à celui qui m'offre un verre quand j'ai déjà bu plus que ma tasse. Je parle à la rousse avec un chandail vert que je sens qu'elle va me faire une passe. Je veux pas de fun, je veux pas de fun, je veux de l'amour. Je veux pas que l'opératrice me renvoie mon petit change quand ça sonne, il va voir, puis que ça répond pas. Je veux qu'elle m'aime toute sa vie. Quand un artiste a du succès, il y a du talent, des fans, des contrats. Quand il est dans le trou, qu'est-ce qu'il a? Il a tort, il a honte, puis il a soif. Oh, je veux de l'amour, je veux de l'amour en enfer. Quand je suis sous la table, plus regardable, plus parlable, je veux de l'amour. De l'amour pour moi, puis pour mon chien qui m'attend toute la nuit dans l'auto. J'en veux aussi pour Luis Mariano, qui valait mieux que Mexico. Oh, je veux de l'amour, je veux de l'amour pour ma femme. Bernard Grimonet, je signale à nos auditeurs que le professeur Carraz écoute très attentivement tout ce qui est dit actuellement. Et qu'il réagit. Et qu'il va, oui, il commence à réagir, mais on lui demande de patienter. Il va réagir après avoir entendu un deuxième élément de présentation. Voilà, on a déjà entendu quelques mots clés qu'on avait déjà entendus lors des émissions précédentes, notamment foi, amour. Et maintenant, on va franchir le pas définitivement avec toujours le docteur Paul qui va nous parler des guérisseurs.
Je rentre à nouveau dans mes questions d'échange sur un plan de vibration. Bon, il y a différentes façons d'émettre des vibrations, n'est-ce pas? Il y a des gens qui, pour émettre des vibrations, utilisent des appareils, parce qu'ils n'ont pas, eux, personnellement, la possibilité d'émettre cette vibration. Bon. Et puis vous avez des gens qui, d'une façon naturelle, d'une façon normale, émettent cette vibration avec une puissance suffisante pour que l'autre puisse la recevoir. Bon, ça fait partie des magnétiseurs, ça fait partie des guérisseurs. Chacun utilise ses vibrations comme il l'entend. Il y a d'ailleurs certainement différents types de magnétisme. Et il y a sur le plan du fonctionnement du magnétisme des choses qu'on ne connaît pas, qu'on constate. C'est pour ça d'ailleurs que la médecine officielle les admet mal, parce qu'elle ne peut que les constater, elle ne peut pas les expliquer. Bon. En fait, le jour où on saura comment ça fonctionne, on ne sera pas tellement plus avancé qu'avant. On entérinera peut-être la chose comme officielle, parce qu'on saura que ça fonctionne comme ça et que ça a une base scientifique, donc on l'admettra. Comme c'est quelque chose qui est tout à fait anodin et sans danger, pourquoi ne pas l'utiliser? J'ai quelquefois des personnes qui me disent j'avais l'intention d'aller voir un magnétiseur, qu'est-ce que vous en pensez? Je leur dis toujours, mais il n'y a pas de raison, vous n'essayez pas. Quand un médecin dit vous pouvez aller voir tel magnétiseur ou vous pouvez aller voir tel guérisseur, en principe ils le connaissent. Bon. Et ils savent que c'est un personnage qui ne va pas au-delà de ses compétences. C'est-à-dire qu'éventuellement, si c'est un rebouteux, il lui dit, monsieur, moi, non, je ne peux rien faire, voyez un spécialiste dans la matière. Bon, si c'est un magnétiseur, le magnétisme n'a jamais tué personne. Il ne va pas envoyer un magnétiseur quelque chose qui ne guérit pas par le magnétisme, qui n'a pas quelque chance d'avoir des guérisons par le magnétisme. Le magnétisme ne guérit pas tout. Certains individus sont récepteurs, ils ne le savent pas, parce qu'ils ne savent pas exprimer ce qu'ils ressentent. Et certains individus, quand ils passent dans des endroits où il y a ce qu'on appelle des ondes nocives, ils le sentent, ils ne sont pas bien. Mais ils ne peuvent pas l'exprimer. C'est curieux, à chaque fois que je vais dans ce coin-là, je ne me sens pas bien. Bon. Et vous avez des gens qui voient les auras. Chaque individu qui est en vie émet un certain rayonnement qui est limité. Il y a certaines tranches de rayonnement qui sont limitées autour de l'individu, pratiquement, surtout au niveau de la tête. C'est ce qu'on représentait d'ailleurs dans le temps sur les photos des saints, les auras. On représentait ça avec un cercle qui entourait la tête. Actuellement, d'ailleurs, quand on les représente, on représente un cercle autour de la tête. Alors, l'image est fausse, parce qu'en fait, c'est vu de face, ça devrait être. Autrement dit, les anciens avaient de ces choses-là une configuration, une représentation beaucoup plus nette de la réalité que celle que nous avons actuellement. Alors, on peut peut-être en déduire que peut-être dans le temps, il y avait plus de personnes qui étaient perceptrices de ces états-là. Bon. Alors, il y a des auras, il y a effectivement des types de couleurs dans les auras. Et selon les différentes couleurs, il est bien connu que les différentes couleurs des auras reflètent l'état d'âme de l'individu. C'est bien connu qu'un individu coléreux, il y a du rouge, qu'un individu calme, il y a du bleu, etc. Qu'un individu bien équilibré, il y a du vert, etc. Il y a différentes couleurs. Quand il y a des perturbations au niveau du corps, il y a à ce niveau-là des encoches ou des changements de teinte qui font que pour certains, ça équivaut à une forme de diagnostic, en tout cas de localisation. C'est certain. L'iridologie, elle est actuellement très discutée. Elle a sa raison d'être, elle a sa valeur, c'est absolument certain. Mais tous les auteurs ne sont pas d'accord sur la répartition des plages. Alors, ce qui enlève évidemment énormément de valeur. N'est-ce pas? Certains vous diront, tel sexteur, il est là, l'autre ne le trouve pas au même endroit, ou ne met pas l'organe au même endroit. Alors, hein? Oui. Bon, il y a un certain nombre d'éléments qui sont définitifs et bien posés en iridologie. Je pense qu'on peut se servir de l'iridologie comme science d'appoint, qui a sa raison d'être comme science d'appoint, mais comme science utilisée à titre unique, dans une forme de diagnostic ou de traitement, je ne pense pas, actuellement. On y revient à la chromothérapie. Et il est certain que la chromothérapie a sa raison d'être. Alors c'est encore pareil. Il y a certaines teintes, si vous peignez selon la teinte que vous mettez dans les étages, les vaches peuvent donner plus ou moins de lait. Oui. On a fait la même expérience avec la musique aussi. La musique également. Bien sûr, ce sont toutes des vibrations. D'ailleurs, vous savez qu'entre les couleurs et la musique, vous avez des vibrations, vous avez des équivalences. N'est-ce pas? Le vert, ça correspond au la, autant que je me souvienne, très grossièrement, n'est-ce pas? Bon, par conséquent, que vous fassiez quelque chose, surtout à base d'une musicothérapie basée avant tout sur
sur une certaine fréquence musicale ou que vous utilisiez la lumière verte, vous obtiendrez pratiquement le même résultat. Nous n'avons pas parlé de phytothérapie, mais en ce qui concerne la phytothérapie, on revient beaucoup à la phytothérapie. Bon, on dirait que la médecine actuelle, et même l'allopathie, la majorité, il y a énormément de médicaments qui sont tirés des plantes. En homéopathie aussi. Seulement, ce que l'on oublie trop fréquemment, c'est ceci. C'est que toutes ces plantes, dans le temps, étaient cultivées selon des principes extrêmement rigides. On ne les plantait pas n'importe quand, on ne les cueillait pas n'importe quand, ni n'importe où. Et il est certain qu'à de rares exceptions près, les plantes que l'on récolte actuellement et dont on extrait les substances n'ont plus la même puissance que celles qui étaient traitées selon les règles. Voilà, passé les deux grandes séquences de présentation de cette émission, je pense, Bernard Rimonet, que nous allons immédiatement donner la parole au professeur Carraz. Je crois, professeur, que vos réactions sont diverses, nombreuses. Peut-être pourriez-vous nous expliquer ce qui vous choque ou ce qui ne vous choque pas dans tout ce qui a été dit? Je veux d'abord vous féliciter d'avoir introduit cette émission par le balade imaginaire. Parce que Balade imaginaire montre une chose, cette pièce de Molière montre évidemment qu'on utilise la crédulité des gens pour obtenir de l'argent. Or, Paul Sartre l'a dit, et l'a très bien dit, le malade est quelqu'un qui entre dans un monde de crédulité. Et il est très facile à ce moment-là de tenir de lui de l'argent par des thérapeutiques qui sont également imaginaires. C'est pour ça que je vous félicite d'avoir employé le balade imaginaire. Le qualificatif imaginaire est bien trouvé pour les deux choses que je vais vous dire. Donc, crédulité du malade et facilité de les extorquer de l'argent. Imaginaire aussi, alors, c'est vibration, c'est le magnétiseur qui vibre, le médicament vibre, le malade doit vibrer aussi, on se demande ce qui ne vibre pas. Or, lorsque on émet des vibrations avec des fréquences, eh bien, on peut les mesurer, on peut les enregistrer. J'enregistre, moi, à longueur de temps, les phénomènes électriques qui se passent dans quelques cellules du cerveau avec des amplificateurs. On les voit, c'est enregistré. Mais je n'ai jamais vu de médicaments, et Dieu sait, j'ai 47 ans que je travaille sur des médicaments, j'ai jamais vu de médicaments vibrer. Par conséquent, là, il y a des termes qui me paraissent un peu imaginaires, mais enfin, qui certainement ont une excellente action sur la crédulité des gens. Par ailleurs, dire que le médecin doit prescrire le médicament en pensant à son malade et en ayant avec lui des relations affectives, alors ça, je crois que c'est parfaitement exact, n'est-ce pas? Et Sartre l'a dit d'ailleurs également. Je pense que, évidemment, prescrire un médicament, donner une ordonnance au malade et lui dire, bon, allez chez le pharmacien, puis débrouillez-vous, ce n'est pas la bonne méthode. Mais ça, c'est un peu le supermarché de la médecine. C'est ça. Je pense qu'il doit y avoir des relations psychologiques, j'allais dire d'affectivité, entre le médecin et son malade, et le malade et le médecin. Il faut que le médecin pense que le malade est un être humain, et que le malade ait confiance dans son médecin, et ça fera déjà beaucoup de choses, parce que dans toutes les thérapeutiques, il y a un élément psychique incontestablement. Mais sorti de là, il ne faut pas employer de termes qui ne veulent rien dire, et deuxièmement, il ne faut pas imaginer que parce qu'une thérapeutique est moderne et qu'elle fait appel aux choses mystérieuses, qu'il faut s'y précipiter. Ça a toujours été ainsi, vous savez, monsieur. Il y avait autrefois des fées, n'est-ce pas, qui habitaient aux alentours des sources et qui guérissaient les unes les écrouelles, les autres les jambes cassées. On ne sait pas bien d'ailleurs ce que c'était que ces écrouelles, mais enfin, il y avait des fées qui les guérissaient. Dans d'autres pays, on portait des amulettes. Il y a eu au Moyen-Âge un commerce extraordinaire de reliques. Il y a certains saints qui devaient avoir au moins non pas deux tibias et deux fémurs, mais ils devaient en avoir des centaines, étant donné le nombre de reliques qu'on débitait et qu'on achetait d'ailleurs. Donc l'homme a toujours cherché un peu
quand il est malade surtout, du surnaturel, de l'exagéré, du mystérieux. Et je crois que ce n'est pas très honnête, ce ne serait pas très honnête d'exploiter cette recherche de l'humain. Même des gens qui sont très raisonnables, n'est-ce pas? Quand ils sont malades, ils ne sont plus raisonnables. Ce que nous cherchons, en fait, peut-être, on n'arrivera pas du tout à le prouver, ce que nous cherchons, c'est le rapport qu'il peut y avoir quand même entre le mystérieux et une certaine forme de thérapie. Bernard Grimonet... Par exemple, toutes ces histoires de vibrations, c'est quelque chose que j'ai entendu très 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 souvent. Alors moi, la question que je me suis posée, d'accord, on les a pas trouvées, on n'a pas pu les enregistrer. Maintenant, est-ce qu'elles n'existent pas malgré tout ça? Il y a peut-être des courants de recherche qui commencent à s'en préoccuper. Il y a des courants de recherche qui commencent à s'en préoccuper. Par exemple, on peut faire l'acupuncture est quelque chose qui pourrait éventuellement se rattacher à cette forme de recherche. Mais enfin, il ne faut pas employer des mots vibrations, fréquences, etc. On ne peut pas dire qu'un type est de plus ou moins grande fréquence tant qu'on ne la mesure pas. Oui, mais il y a des gens qui la mesurent. Ils utilisent notamment toutes les lois de Turenne, ce qu'ils appellent les radiesthésistes, tout ça. Je sais que c'est pas encore très très bien admis, mais... Non, mais c'est pas admis parce que ça ne correspond pas à des mesures au sens scientifique du mot. Or, je pense qu'il est dangereux de parler de magnétisme à Grenoble plus particulièrement, car n'oublions pas, n'est-ce pas, que Grenoble a été une des seules villes, a eu un prix Nobel, qui est un grand spécialiste mondial du magnétisme. Je pense que s'il entendait ce que j'ai entendu il y a un moment, n'est-ce pas, il serait un petit peu violent dans ses propos. Oui. Les médecins ont eu raison de garder l'anonymat. Je ne suis pas contre toute recherche, à condition, quelle que soit l'orientation de cette recherche, à condition qu'on ne prétende pas avoir trouvé avant d'avoir cherché. Or, il y a beaucoup de gens qui disent, vous venez de le dire vous-même, n'est-ce pas, j'émets des ondes. Bon. En attendant qu'on les ait vues, ces ondes, qu'on les ait mesurées, qu'on en ait vu le résultat, ne disons pas, n'en parlons pas. Faisons des recherches dans ce domaine, d'accord, mais ne disons pas que j'ai déjà trouvé. Deuxièmement, je vous ai dit tout à l'heure que certains domaines viennent dans le commerce, certaines recherches sont déjà commercialisées, alors qu'on ne sait pas encore ce qu'il y a. Par exemple, j'ai vu des catalogues où on vend des espèces de guérites en toile ou en machin, on se met dedans pour recevoir des ions positifs ou des ions négatifs. Il y a aux États-Unis un véritable commerce de ces petites guérites. Bon. Nous étudions à Grenoble le problème des ions positifs et négatifs, des petits ions et des grands ions. Ce serait pas honnête de ma part, bien que je participe à ces recherches, de dire que nous savons déjà quelque chose de net là-dessus. Alors, d'ici, quand on n'en sait rien, ne vendons pas des guérites à des malades pour fabriquer des ions. C'est-à-dire, je crois que, pour clarifier, s'il en était besoin, votre position, je crois qu'on peut dire que vous ne rejetez pas en bloc un certain nombre de recherches plus ou moins parallèles qui sont menées actuellement, mais vous n'aimez pas beaucoup, en fait, que l'on vende la peau de l'ours avant qu'il ne soit qu'on tué, exploite les gens tant que la chose n'ait pas été étudiée d'une façon scientifique, car les progrès qu'on a faits en thérapeutique, soyons tout de même objectifs, ont été faits par des méthodes scientifiques. Si j'ai vu, monsieur, ceci. Quand j'étais jeune pharmacien des hôpitaux, toute personne qui entrait dans un service avec une méningite à pneumocoque ou entérocoque, on mettait immédiatement autour de son lit auparavant, elle était destinée à mourir. Mathématiquement à mourir. Qu'est-ce qui fait que maintenant on ne meurt plus de cela? Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a plus des grandes épidémies de typhus en Europe? C'est la découverte d'un côté des sulfamides d'abord et des antibiotiques ensuite. Mais ça, c'était découverte scientifique. On en connaît la formule. On sait sur quelles bactéries ils agissent et sur quelles ils n'agissent pas. Ça a été fait d'une façon... Et c'est ça qui sauve les gens. Ce n'est pas l'imposition des mains, ni l'emploi d'un vocabulaire ésotérique qui sauve les gens. C'est des médicaments qui ont été étudiés scientifiquement. À présent, que des gens me disent maintenant on a tout fait, ça serait une autre sottise, n'est-ce pas? Bien sûr qu'il faut chercher et chercher ailleurs et chercher dans les plantes, nous y reviendrons. Mais ça, tout à fait d'accord. Mais ne pas dire qu'une chose guérit quand ce n'est pas vrai. Alors, nous allons dans un instant parler de plantes, et là je crois que nous allons rejoindre un domaine qui vous intéresse très particulièrement, mais auparavant, comme il a été fait allusion à la musicothérapie, Bernard Grimonet, dont on pourrait faire le sujet d'une émission complète, sachez qu'il y a aussi des médecins qui font de la musique. Je suis au courant aussi. Vous êtes au courant. Des médecins qui font eux-mêmes de la musique et qui ont monté, comme on dit, un groupe qui s'appelle QT Réaction, professeur. Voici ces médecins qui jouent. Voici ces médecins qui jouent. Un groupe qui en fait s'appelle Toubib et il joue QT Réaction.
J'ignore si cette musique a un effet particulier sur les patients de ces messieurs. Toujours est-il que c'est une musique qui s'adapte parfaitement à la mode actuelle, enfin que ces médecins sont tout à fait dans le vent. Ils pourraient bien un de ces jours se trouver au hit parade. Et pourquoi ne pas danser sur ces médecins pendant cet été, ce qui établirait peut-être un rapport nouveau entre les médecins et le malade. Oui. Bernard Grimonnet, un moment important de cette émission, c'est celui que nous allons vivre maintenant, parce que vous avez eu la possibilité, grâce à la gentillesse, à la l'amabilité de l'un des médecins que vous avez rencontré, ou de l'un des personnages que vous avez rencontrés. Personnage, oui. Vous avez eu la possibilité d'assister et d'enregistrer en même temps à une consultation de magnétiseurs. Et c'est quand même assez important de délivrer ça au public. Oui, on a beaucoup parlé de magnétiseurs, de guérisseurs, tout ça. Et puis moi, j'ai voulu me rendre compte sur place de vraiment ce que ça donnait. Alors j'ai rencontré un magnétiseur, je dirais pas où, et il a accepté de me recevoir. Alors bon, on a fait une petite interview qu'on passera pas aujourd'hui, mais enfin, j'en donnerai des extraits dans Radio 3. Et il a accepté aussi très gentiment que je reste pendant une consultation et que j'enregistre tout ce qui se passe. Alors ce qu'on va vous donner maintenant, c'est un condensé de ces 3 quarts d'heure que j'ai passé avec lui, et notamment toutes les réactions de la patiente. Je suis souvent angoissée. Là, c'est souvent que j'ai un petit point. Vous avez beaucoup d'angoisse. Oui. Hein, c'est pour ça. Oui. Alors je vais faire quelques commentaires en même temps. Ici, la dame est assise sur une chaise et le magnétiseur est en train de l'ausculter en quelque sorte. Il a la main gauche posée sur le dos de la dame et il promène sa main droite tout autour du corps, environ à 10 cm. Ça fait pas mal, il faut. J'ai pas mal la main, mais c'est souvent que j'ai envie de vomir. C'est justement, oui, à la pointe du foie, là, oui, vous êtes engorgé, là. On m'a dit que j'avais la vésicule bouchée, je sais pas si c'est ça. Ça va un peu de pair, ça, vous voyez, quand le foie dégorge mal, et bien la vésicule en souffre toujours, vous voyez. Et ça vous chauffe? Oui. Alors il va passer maintenant à une deuxième opération, il va mettre ses 2 mains à 10 cm autour de la tête. Ça part dans les jambes maintenant. Ça commence à chauffer là. Non. Hein? Non. Ah, ça va pas tarder, vous allez voir. Il vous manque pas un peu de fer dans le corps. C'est de la suggestion, cela, presque. Presque. Je vous laisse, c'est un témoignage, j'ai pas pris d'option, sauf pour le montage évidemment. Comment voulez-vous pouvoir vivre avec ça? Là, il vient de lui prendre le pouls. Certes, à faire de plus fort, hein? Ah là, je sens là. Comment? Je sens mieux de ce côté. Ah, il y a toujours un côté qui vous met plus haut, vous voyez. Et là, il commence à la frictionner. À main nue, toujours. À main nue. Alors on entend toute une série de bruits de téléphone, de portières, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se pressent dans le cabinet de ce monsieur. Frisson. Ah, ça y est, ça chauffe en bas, oui. Ah bon, il faut débloquer ses graines. J'ai froid. Ouais. J'ai froid. Oh. Ça me fait froid. Ça va quand même mieux que tout à l'heure, parce que dès que je me baissais, dès que je me remontais, j'avais ces douleurs qui me frappaient les yeux. Maintenant, vous verrez que ça va plus faire. Oui. Il passe à une autre opération actuellement. Il a pris un petit mouchoir de toile qu'il a posé sur le front de la dame et il souffle, la bouche collée contre son mouchoir. Comment sentez-vous maintenant? Là, je me sens très bien, c'est vrai. Vous sentez très bien. Par rapport à... Oui, en comparaison de tout à l'heure, oui, j'étais pas bien. Je me lève tous les matins avec des maux de tête et maintenant, j'espère que je me le ferai. On va faire un peu de graisse blanche. Ah bon? Ça aide doux. Oui. Et puis vous allez additionner un peu d'essence térébenthine. Bon. Et puis vous délignez bien, faire un onguent, puis bien vous frictionnez avec. Hein. Vous prendrez du Poconéol numéro 2, 21, 58, 5, 15, 69 et 67. 4 minutes de chambre 2 fois par jour avant les repas. L'application Vulcan frais qu'on mettrait là. Vulcan frais, oui. Hein, voilà. Je sais pas combien de temps. Vous avez ce que vous voulez. Professeur Carras, vous avez été propulsé
D'une certaine manière, dans ce type de consultation, vous n'aviez peut-être jamais assisté à ce genre de choses? Si, je sais que ça existe. Tout existe. Si cette brave dame a simplement quelques maux de tête et si le magnétiseur lui les fait passer, pourquoi pas. Mais vous savez, vous pouvez être dans ces conditions-là vous-même magnétiseur. Vous avez qu'à avoir un pouvoir de suggestion suffisant, ce qui est à la portée de tout le monde vis-à-vis de ce type de malade. Après, si cette malade a des calculs dans la vésicule, si cette malade véritablement est une malade, alors là on lui fait courir un risque de ne pas diagnostiquer exactement la maladie et de ne pas lui porter secours par les méthodes que nous savons utiles. Mais après, guérir un mal de tête par des impositions de mains ou des massages sur les fesses ou sur le dos, mais c'est d'une grande banalité. Ça soit tous les jours. C'est ces gens-là ils croient avoir mal au foie d'ailleurs. Ce sont des espèces d'orages vasculaires qui sont d'origine nerveuse. Moi, je connais une personne, je la connais très bien, qui avait des maux de tête effroyables à partir de 10 heures du matin. À partir de 10 heures du matin. Le jour où on a fait en sorte qu'elle ne pense pas qu'à 10 heures du matin, ses maux de tête commenceraient, elle n'a plus de maux de tête. J'ai la femme d'un de mes amis médecins vomissait tout ce qu'elle mangeait. Alors il l'a emmenée, elle vivait dans une haute vallée de Savoie, dont je suis originaire. Il l'a emmenée dans le Midi. À partir de Montélimar, elle n'a plus vomi. Puis au retour, quand elle a vu de nouveaux points dans les montagnes, n'est-ce pas, elle s'est mise à revomir. Alors, est-ce que son mari était un magnétiseur? Je ne pense pas. Il y avait un grand élément psychique. On n'a pas idée à quel point le psychisme joue sur des phénomènes somatiques. Et à ce moment-là, vous savez à quelle facilité on intervient sur le psychisme des gens. Vous savez bien même qu'il y a un effet, vous me disiez qu'il y avait du monde. Rien que ça est un effet psychique, qu'il y ait du monde, n'est-ce pas? Vous savez bien que sur un stade, autour d'un stade, vous allez à mettre 10 000 personnes qui sont tous des braves gens, mais parce qu'ils sont groupés entre eux, ils vont tomber sur l'arbitre ou lancer des trucs sur le terrain. C'est des effets de foule, c'est des effets psychiques qui sont qui sont tout à fait banaux. On ne les a pas découverts maintenant avec du soi-disant magnétisme. C'est une exploitation de phénomènes psychiques archi connus. Le tout, c'est qui n'empêche pas une thérapeutique quand elle est nécessaire d'être instituée. Alors, si je comprends bien, Bernard Grémonet, et voilà que mon enrouement de chaque samedi reprend, donc là c'est aussi psychologique. Voilà. Pourtant il y avait quand même une sensation de la dame, là, la chaleur et le froid successivement. Ces sensations sont d'origine nerveuse. Vous savez que la sensation de chaleur ou de froid vient de l'ouverture plus ou moins grande des vaisseaux, et que cette ouverture plus ou moins grande des vaisseaux est commandée par des nerfs. Et que ces nerfs ont leur origine ici. Ce sont les nerfs crâniens, il y a les nerfs médulaires, les nerfs crâniens. Je ne veux pas vous faire un cours d'anatomie, mais ce sont des choses que je collerais à un étudiant en première année s'il ne le savait pas. Mais ce que j'allais dire, c'est que, après avoir entendu vos réactions, monsieur, c'est que un magnétiseur peut arriver à guérir, entre guillemets, certains symptômes de maladies graves et laisser croire qu'effectivement la maladie est guérie. Voilà. Ça peut arriver, alors, si je comprends bien. Mais c'est ça qui est grave. Et puis 10 ans après, la maladie revient. C'est là. Parce qu'autrement, allez voir le magnétiseur ou la tireuse de cartes, ce n'est pas grave en soi. Que chacun gagne sa vie, l'un en faisant du magnétisme et l'autre en tirant des cartes. Je suis d'accord. À condition que ça n'empêche pas le malade ou la personne d'aller où elle doit aller. Alors je crois que nous allons retrouver le docteur Pierre Bernard Grémonet avec c'est un autre médecin parmi ceux que vous avez rencontrés et il va nous parler de la technique du pendule. Voilà, de la radiesthésie. On ne quitte pas le phénomène vibratoire. J'ai fait mes études comme tout le monde et puis ayant été soigné par homéopathie dans l'enfance, je me suis intéressé pendant les études et à la fin et j'ai commencé à faire l'homéopathie dès mon installation. Et puis, ma foi, j'ai développé ça au maximum, mais malgré tout, j'ai eu des échecs. Et j'étais même à deux doigts d'abandonner la médecine en raison de ces échecs répétés, lorsqu'un beau jour, j'ai fait la connaissance d'un guérisseur, magnétiseur, radiesthésiste, qui m'a appris beaucoup de choses, et en particulier m'a découvert un don de radiesthésiste, qui m'a permis, après quelques mois de travail, ma foi, de préciser les diagnostics d'une manière très, très concrète et de déterminer les traitements qu'il fallait donner. En principe, j'arrive à faire un diagnostic uniquement au pendule avec un certain nombre de planches d'anatomie sous les yeux et puis de listes de maladies. Et c'est une question purement mentale. Enfin, il suffit de poser la question.
mentalement au malade et il répond par l'intermédiaire du pendule, ce qui me permet d'éliminer maladie après maladie ou de déterminer la maladie qu'il a. Je ne pense pas que ce soit vraiment du magnétisme à proprement parler. Le pendule n'est pas du magnétisme, hein, c'est une espèce de transmission d'ondes entre le malade et le médecin ou le radiesthésiste, disons, et cette émission est captée par le cerveau et objectivée par le pendule qui sert d'écran de télévision ou de haut-parleur, enfin d'appareil de radio, mais le pendule en lui-même n'est rien. Tout le monde émet des ondes, la télépathie en est une preuve, enfin pour ceux qui y croient, mais enfin j'avoue que j'en suis persuadé. D'ailleurs le pendule est capable d'objectiver une transmission d'ondes. Si le malade ou la personne en face de moi pense à quelque chose de précis que je cherche à ce moment-là, cette chose-là, le pendule répond oui. D'où des erreurs de diagnostic d'ailleurs possibles. Oui, alors après vous cherchez le médicament donc, qui est adapté au cas du malade, oui. Toujours par le pendule. Toujours par le pendule. Alors comment ça se passe? Vous avez des planches J'ai des planches pour savoir si vous soignez par allopathie ou par homéopathie. Et puis ensuite, il y a toute la série de la gémothérapie, les bourgeons, les métaux, la biothérapie, l'isothérapie, ça c'est une forme d'homéopathie, les antibiotiques, les sulfamides, les antiparasitaires, le gui, les oligoéléments, les vitamines, etc. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des échecs? Ah oui, bien sûr. Alors, personne n'est infaillible, et surtout en radiesthésie, il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent entrer en jeu. La fatigue d'abord, fatigue personnelle, l'énervement, il faut être au calme, il faut être concentré sur le malade et sur la maladie qu'on recherche. Si on est distrait par autre chose, automatiquement, erreur du pendule. Et vous vous fiez uniquement à votre... je vérifie quand même, non, je vérifie quand j'ai des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire et que je peux vérifier médicalement par un examen, je regarde toujours, oui. Non, il faut essayer d'assurer ses arrières. Et quand j'ai des problèmes de diagnostic radiesthésique avec moi-même, enfin avec le malade, je lui demande conseil ou je lui envoie le malade. Et c'est lui qui me tire d'affaire. Je suis en marge de la médecine. Hein. La radiesthésie n'est pas un art scientifique de faire un diagnostic, c'est du charlatanisme entre guillemets. Et je suis condamnable par l'ordre des médecins ou par la loi, quoi, par la société. Alors, professeur Carras, condamnable ce monsieur complètement ou juste un peu? Je pouvais lui dire que je m'engage sur l'honneur à garder son anonymat s'il consent, lui, à venir me montrer ce qu'on peut faire avec un pendule sur des médicaments dans mon laboratoire. Je pense qu'il écoute cette émission, peut-être est-ce qu'il va être intéressé. Si vous voulez, je ferai le messager. Voilà, aussi, on pourrait. Donc, pas d'autres commentaires sur la radiesthésie? Pas d'autres commentaires, je vous l'en ferai après, quand il aura dû faire l'expérience. Alors, nous allons revenir effectivement aux plantes que je promettais depuis un petit moment. Ça aurait peut-être été préférable que je sais pas. Oui, mais que je vous fasse la préparation. Bah oui. Nous sommes chez un marchand, chez une marchande de plantes. Un des nouveaux magasins qui viennent de s'ouvrir dans l'agglomération grenobloise. Il y en a eu plusieurs ces derniers temps. Très fréquentés ces magasins. Très fréquentés, oui. J'ai la confiance dans le mélange. Oui. Et là, j'ai surpris une conversation entre un client plutôt, et la dame qui dirige le magasin. Parce que par exemple, mélanger une graine, si vous me demandez de mettre de la graine d'anis là-dedans, je dirais non, parce que ça va tomber au fond. Mais toutes des feuilles comme ça, moi je les coupe d'abord si je vous les mélange. On n'a pas droit au mélange, évidemment. C'est pas le même thé, c'est pas la même préparation de thé. Les autres c'est des thés fermentés. Et pour faire fermenter le thé, on le coupe en morceaux. Voilà. Ça correspond à différentes qualités. Le thé pourrissait à la fermentation. Au lieu de fermenter, il pourrissait. Oui. Et donc on l'a fait sécher. Seulement on n'a pas pu le vendre là où on le vendait d'habitude. Alors on a prospecté une région qui n'avait jamais été prospectée, qui était l'Afrique du Nord. Oui. Et pour le faire passer, parce que le thé vert tout seul c'est pas bon, pour le faire passer on a mis de l'amande dedans et on a dit que c'était un thé aphrodisiaque et ça a très bien marché. Merci, 3,50.
et 4. Bien, alors je suis actuellement dans une herboristerie qui est relativement récente. C'est pas une herboristerie? C'est pas légal. C'est pas légal. Ah oui, alors comment on appelle ce magasin? C'est un magasin où on vend des plantes aromatiques et des épices. Voilà. Bon. L'herboristerie a été supprimée depuis 1940 par Pétain, après une pression très très forte des pharmaciens qui se sont donc appropriés l'herboristerie. Il n'y a plus que les pharmaciens qui ont le droit d'afficher l'herboristerie et de vendre tout un tas de plantes. Si vous allez faire un tour en faculté, les pharmaciens qui devraient avoir une formation n'ont pas de cours sur l'herboristerie. Ils ont des cours de chimie, c'est tout. J'ai eu des étudiants en pharmacie qui venaient ici, on leur montrait du coquelicot, ils ne savaient pas ce que c'était. Il y a de l'espoir, hein. Il y a eu une extension ministérielle faite par Madame Veil il y a maintenant 2 ans. Autrefois on avait le droit de vendre 5 plantes, maintenant on a le droit d'en vendre une quarantaine. Il y a le problème, c'est que moi j'ai 250 plantes. 250 plantes, d'accord, oui. Il y a un truc. Il y a un truc. Effectivement. Le beau-père de mon mari est un herboriste en gros en retraite. Ma belle-mère est une diététicienne militante dans une autre région. Et bon ben voilà. Quel est le type de population en gros qui vient vous voir? Est-ce que vous pouvez arriver à dresser déjà un profil? De 7 à 77 ans. De 7 à 77 ans. On a peut-être un creux avec les gens qui ont autour de 40 ans. Parce que bon, on a une clientèle jeune qui revient à une thérapeutique naturelle. On a une clientèle qui a plus de 60 ans, qui elle a toujours pratiqué, qui connaît très bien, qui sait ce qu'elle veut. Et puis il y a peut-être un trou effectivement entre 40 et 50 de gens qui connaissent pas, qui ont oublié, qui n'ont pas perpétré la tradition justement. Alors, Monsieur Carraz, indirectement, je crois qu'on vient de vous accuser de ne pas savoir ce que c'était qu'un coquelicot. Oui, c'est de l'enfantillage. Il y a dans toutes les facultés de pharmacie de France un service de botanique, un service de botanique et biologie végétale, un service de cryptogamie et un service qu'on appelle de matière médicale, qui est l'étude particulière des plantes appliquées aux thérapeutiques. Alors, vous voyez le genre d'énormité qu'on peut entendre, n'est-ce pas? Mais je poserai quand même indirectement à cette brave dame une question. Si on n'étudie pas les plantes en pharmacie, je voudrais savoir où elle les a étudiées. Et oui, alors ça, est-ce que vous avez posé la question, Bernard Grimonet? Oui, je lui ai posé la question. Elle m'a dit que bon, elle tenait beaucoup d'informations d'une part par sa famille, puisqu'elle a dit que son beau-père était herboriste, tout ça. C'est ça. Mais puis deuxièmement, parce que lui-même les a étudiés. Ah, ça, je sais pas. Sur le terrain. Sur le terrain, certainement. Sur le terrain, c'est ça, avec les escargots et les limaces quand il n'avait plus. Alors, passons. Ce sont des enfantillages. Mais alors, revenons au problème, si vous voulez, plus sérieux. Que les gens trouvent en pharmacie, ou chez les herboristes, ou dans les épiceries, ou même dans leur jardin, des plantes et qu'ils les utilisent, où elles mal. Si vous avez l'habitude de prendre le soir, je disais, avant de vous coucher, une tasse de tilleul, le jour, si cette habitude est assez ancienne, le jour où vous ne la prendrez plus, vous dormirez moins bien. Ça ne veut pas dire que le tilleul ferait dormir un insomniaque qui serait insomniaque pour une raison pathologique. C'est une habitude. Bon, boire du tilleul, moi je bois une tasse de thé tous les matins. Bon, c'est mon droit le plus strict, je vois pas, c'est pas un phénomène social. Hein. Les Anglais le font encore plus, ils sont plus nombreux qu'en France. Si vous permettez, pour donner une petite précision, un titre indicatif, cette brave dame là que j'ai rencontrée m'a dit qu'elle vendait 200 kilos de tilleul, et quand on sait ce que c'est fait, 1 kilo de plantes séchées, ça doit faire une petite montagne. Une petite montagne, mais ça qu'elle vend du tilleul, c'est très bien. Premièrement, elle gagne sa vie, deuxièmement, ça fait du bien aux gens, parce qu'ils pensent que boire une tasse de tilleul, moi je connais des gens qui ne sauraient pas aller se coucher sans boire une tasse de tilleul, mais pourquoi pas? Non, ça c'est pas là le problème. Le problème d'abord, c'est de ne pas raconter d'histoires stupides. Dire qu'en pharmacie on fait de la chimie et qu'on n'étudie pas les plantes et les plantes actives, ça c'est de la stupidité et du mensonge. Donc je reviens à la question des plantes qui est plus importante. Incontestablement, si vous faites l'étude des grands médicaments modernes, chimiques, vous retrouvez à leur départ, à l'origine, un modèle naturel, c'est-à-dire un modèle qu'on a isolé des plantes. Parce que la plante fabrique des structures chimiques que le chimiste n'a pas l'imagination de voir faire, n'est-ce pas? Si on avait demandé un jour à un chimiste, voulez-vous fabriquer quelque chose qui enlève la douleur?
quelle que soit cette douleur. Il n'aurait pas eu l'idée de faire, ou sauf d'une façon, alors ça aurait été presque divin, en quelque sorte, de fabriquer la structure de la morphine que fabrique le pavot. Puisque vous parlez de coquelicot, vous savez, elle ne sait peut-être pas que le pavot, le coquelicot, c'est la même famille. Voyez-vous, un pharmacien le sait. Passons. Et qu'il y a de l'opium il y a de l'opium dans le coquelicot. Et qu'il y a donc de la morphine dans le coquelicot. Mais il y en a tellement peu que c'est pas la peine d'en parler. Elle a encore le droit de vendre du coquelicot, c'est ça qui me fait plaisir. Ceci étant dit, on part donc du modèle qu'on a extrait de la plante. Et quelquefois, il arrive, et je vais vous en donner des exemples, qu'on ne peut pas sortir du produit naturel. C'est le cas par exemple de la digitaline. S'il fallait faire de la digitaline par voie chimique, elle reviendrait à un prix abominable. C'est encore la digitale qui fait la digitaline. Mais attention, je prends cet exemple parce que je pense qu'il est assez démonstratif. Si vous êtes un insuffisant cardiaque, vous relevez de la digitaline. Insuffisance myocardique, c'est de la digitaline. Mais si vous allez ramasser des digitales dans les forêts dauphinoises, ça ne vous fera rien du tout. C'est la même digitale, mais qui doit pousser dans des conditions particulières dans les Vosges. Seulement, même celle des Vosges, suivant que l'année est plus ou moins pluvieuse, elle va contenir plus ou moins de digitaline. Deuxièmement, dans la feuille de digitale, existe ce qu'on appelle des enzymes, appelons ça des ferments, qui sont capables de démolir la digitaline. Ce qui fait que quand vous aurez ramené chez vous des feuilles de digitale, au bout de quelques jours, il n'y aura plus de digitaline dedans. Voyez-vous l'enjeu? C'est pourquoi lorsqu'on vend en pharmacie de la feuille de digitale, c'est une poudre qui est contenue dans des ampoules fermées sous atmosphère d'azote, de façon qu'il n'y a pas de destruction du produit actif. Vous voyez, les choses ne sont pas si simples que ça, n'est-ce pas? Mais ceci étant dit, ce qui me fait protester contre certaines choses, ce n'est pas ce que je viens de vous dire, c'est assez banal, mais c'est qu'il y a des plantes qu'on utilise pour certaines maladies, car elles paraissent agir sur ces maladies. Je vais vous donner un exemple, car il est capital. J'ai fait des recherches sur une racine, c'était une racine de grenadier d'Inde d'origine chinoise qui poussait au Cambodge, parce qu'un médecin cambodgien l'utilisait, et on utilise, il n'y avait pas que lui au Cambodge, pour traiter le diabète. Il m'a procuré de cette plante, incontestablement, il y a là-dedans une substance qui fait baisser le sucre dans le sang. Mais la même substance provoque des troubles oculaires, y compris des hémorragies oculaires. Et quand je l'ai retrouvé, ce médecin cambodgien qui est revenu en France à la suite des événements politiques là-bas, je lui ai dit, mais vos malades, mais ils avaient tous une mauvaise vue. Ouais. Bon. Or, ce produit que j'ai isolé du grenadier, je l'ai retrouvé dans les plantes que vend la petite dame contre le diabète. C'est ça qui est grave. Mais alors quand même, professeur, pour essayer de conclure et de rassurer, en même temps, on peut aller acheter des plantes dans ces magasins que l'on trouve un peu partout, parce que en même temps, c'est une mode, bon, et tout le monde aime bien aller acheter cette tisane. On peut en acheter, on peut s'en servir, on peut acheter du thé, on peut acheter du tilleul, on peut acheter de la verveine, on peut acheter toutes ces plantes-là, et dans les magasins, ces magasins-là, tout à fait d'accord. Il n'y a pas là, il ne faut pas croire que les pharmaciens vont aller se battre, ou la faculté, parce qu'une dame a vendu du tilleul, soyons sérieux. Mais il ne faut pas vendre des plantes qui contiennent des principes actifs qui peuvent être contre-indiqués, car ça, c'est attenter à la santé du public. Voilà, je crois, Bernard Grimonet et M. Carras nous avons fait non pas le tour de la question, mais nous avons évoqué un certain nombre de ces problèmes. Oui, le problème est posé en tout cas. Voilà, les problèmes sont posés. Je pense que dans cette émission, c'est intéressant de voir un peu quel rapport il pouvait exister entre cette médecine traditionnelle que nous devons à nos grands-parents et puis ce qu'on en fait aujourd'hui. Et je pense qu'au cours d'une autre forme d'émission, peut-être est-ce qu'on pourrait reprendre certains des détails qui ont été évoqués. Professeur, je vous remercie de votre collaboration ce matin. Je vous remercie. Patrimoine 80 se termine pour cette semaine et la semaine prochaine, samedi prochain, donc ça sera la dernière émission de cette saison. Patrimoine 80 reprendra bien sûr en septembre prochain, même en octobre en fait ça sera. Mais ce samedi, comme conclusion à toute notre série de Patrimoine 80 qui dure depuis octobre dernier maintenant, eh bien nous proposerons une vision triple par les trois reporters de Patrimoine 80 de ce que peut être la conservation du patrimoine ethnologique d'une région et de ce que peut être plus précisément encore le musée dauphinois à Grenoble. Donc la semaine prochaine, dernière de Patrimoine 80.
Il est midi sur FR3 Radio Alpes. Les informations de FR3 Radio présentées par Françoise Gué et Frédéric Crotta. Bonjour, série noire dans notre région. Plusieurs accidents ont coûté dans la journée d'hier la vie à 5 personnes. Accident peu banal tout d'abord en Savoie où hier en fin de matinée un hélicoptère a explosé en plein vol au-dessus de la vallée de Maurienne. C'est sur le territoire de la commune d'Orel que l'on a retrouvé les débris de l'appareil. À bord de ce Puma qui travaillait à la réalisation du futur téléphérique du barrage de la Bissorte, il y avait 2 personnes, le pilote et son mécanicien. Les 2 hommes ont été tués sur le coup. Un accident de montagne près de Chamonix, une cordée de 3 alpinistes a fait une glissade vertigineuse de 250 mètres dans les rochers et la neige du massif des Aiguilles Rouges. Pas de victimes, seul Philippe Arnaud, un habitant de Dijon, a été assez sérieusement blessé. À noter que cet accident est le premier depuis le début de la période estivale. Un grave accident de la circulation s'est produit hier en fin d'après-midi sur la Nationale 7 à l'entrée sud de Saint-Robert-d'Albon. Une fourgonnette de la société Techwell circulait en direction du nord et rentrait en collision avec un semi-remorque. On ignore encore pour le moment les causes exactes de cet accident qui a coûté la vie à 2 passagers de la camionnette. Le chauffeur de cette camionnette a été lui grièvement blessé. Il a été aussitôt dirigé vers l'hôpital de Saint-Vallier. Autre accident, dans la région de Chamonix, hier à 3h de l'après-midi, 2 voitures se sont télescopées à l'intersection de la route d'accès au tunnel du Mont-Blanc et de la route Blanche. L'épouse du conducteur d'une des 2 voitures, Madame Carla Alberti, est décédée pendant son transfert à l'hôpital. Alors, un conseil à vous tous qui devez prendre la route ce week-end, restez très prudents. Social, jamais l'entreprise spécialisée dans le matériel de camping et de montagne a, on le sait, beaucoup de problèmes. Pour remédier à la crise que traverse son entreprise, la direction souhaiterait regrouper toute sa production à Pontcharra. Ainsi, les 280 employés travaillant à Grenoble, sur les 280 employés travaillant en Grenoble, 141 rejoindraient la patrie de Bayard. 138, par contre, seraient licenciés. Il faudra attendre lundi pour connaître l'avis du comité central d'entreprise. Des nouvelles en bref avec Françoise Gué. Pas d'essence dans les stations-service de l'Isère le 14 juillet. Non, ce n'est pas un canular, mais c'est ce qu'ont décidé les 2 syndicats nationaux des stations-service. Les pompistes, en effet, se plaignent de la concurrence des grands spécialistes du discount qui font des rabais de 19 à 22 centimes au litre. Ils déplorent d'autre part que d'énormes fonds soient bloqués par le paiement de la marchandise lors de la livraison. Un tramway pour Grenoble dans les années à venir, c'est possible. Les conseillers municipaux ont pris connaissance hier des premiers résultats d'une étude sur ce sujet, mais c'est seulement dans 15 jours que les résultats définitifs permettront d'apprécier ce projet a priori assez coûteux. Oui, à l'autoroute Grenoble-Valence, je suis convaincu de la nécessité de cette autoroute. C'est ce qu'a déclaré cette semaine le président du Conseil général de l'Isère, M. Louis Mermaz. Hier matin, lors d'une importante réunion à la Chambre de commerce et d'industrie de Grenoble, cette prise de position a été commentée et confortée. Dès septembre, une étude sur le